Dan datang. Yeah, ma fait mon chat son, au comme un jour. Ouais, à cause de la musique. Sinon, mon de ma Il y en a chat qui- message, famille. Ah, Allô? Oui, bébé. What number? Oh, you want to call them? What number? It's Culita. Oh, my okay. phone number 240 475 4090. You don't know my num.
Oh, the home number 301 937 0890. Donc, comme je disais, je suis en train d'envoyer des messages aux autres, quoi. Mhm. OK. Juste, juste pour rappeler. Mhm. Vraiment, Hein. je me suis fait question une âme, posez même, dis-moi. Hein? Salut, salut la Et famille. Coucou, salut, salut. salut, 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 salut. salut à tous. Est-ce que vous... Salut. C'est mamie Ali qui tousse comme ça. C'est comme si le son est tellement bas. C'est mamie qui tousse comme ça. OK. Salut, 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 salut. Bonjour, Bonsoir, Marina, bonjour. Mamie, bonsoir, papa. bonjour, Ouais. Esli. Bonjour, Sarah. C'est vraiment pas assumé, ça ne donne pas. Ouais, on vous écoute, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Papa Merlin, nous t'écoutons. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'enseignement que Papa Merlin avait commencé sur l'harmonie dans le couple. Nous allons donc prier et lui passer la parole afin qu'il harmonise tout ça. Hein. Je ne sais pas si euh, Papa Mirabeau peut nous conduire dans la prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes d'être assez
famille. Quelle grâce d'avoir cette opportunité. Nous sommes tellement reconnaissants. Ton serviteur, Papa Merlin, qui va nous enseigner. Laisse que nous puissions t'écouter au travers de lui et que ce que nous allons vivre soit d'une bénédiction réelle, inestimable pour nous, que nous puissions y mettre en pratique afin de prospérer en tant que couple dans la réalisation de ta volonté et dans notre épanouissement en famille. Merci Seigneur que tu nous aimes et tu veux nous bénir. Tu veux visiter nos familles. Voilà pourquoi tu as rendu ces moments possibles. Sois béni l'éternel nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, bonsoir à tous et à chacun. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Enfin, je t'entends. Ah, papa. Ok. Mais je vais un peu changer de poste à un moment parce que le son est très mauvais chez moi. Donc, Marina est en train d'essayer de connecter l'autre poste. Ah, ok. Ah, que on commence à se dire un mot sur ce qu'on a fait la fois dernière. Est-ce que on peut s'appeler Esli? Esli? Ah, je n'ai pas. Euh, comment on va? Ah, ok. Eli? Non, elle va au Eli, tu es là? Mais, Eli? Ah, c'est bizarre. On dirait que tout ce qui est... Il n'y a personne ici. Élise et Cadet statue pas de... Je voulais qu'on partage un peu s'il y a un petit rappel qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a fait la fois dernière, avant de lancer avec la partie d'aujourd'hui. Ah. Ah, ok. Écris alors, mamie.
OK. Est-ce qu'il y a des soucis de micro? Elle a plutôt envoyé un message. Oui, oui. L'intimité du couple et l'harmonie entre les conjoints pour la stabilité de la famille. Mhm. On avait commencé à parler de ce genre de choses et on a même essayé de voir, on a eu certaines images qui nous parlaient. On avait discuté d'une image, par exemple, il y avait une chaîne qui avait barricadé avec une clé dessus. Et on avait discuté de ça. On a montré aussi une image d'une route qui arrivait à un certain niveau. Il y avait au milieu de la route un peu comme des stèles. Et puis la route se divisait à ce niveau-là. On avait essayé de commenter sur ces images-là et essayer de voir comment, parce qu'on voulait parler de l'intimité, les définitions, quoi. Intimité, Mhm. harmonie. Donc, voilà certains aspects qui étaient ressortis dans l'introduction que nous avons eue. Je sais que beaucoup de personnes vont dire beaucoup d'autres choses. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Val. Bon, s'il n'y a plus, nous allons simplement lancer la suite. Esli a écrit, elle dit, la dernière, on a parlé de l'intimité dans le couple. Je ne sais pas si vous écoutiez. Donc, Esli disait que on a parlé de l'intimité dans le couple et on a donné la définition. Elle a dit que c'est une relation entre deux personnes qui ne peuvent pas exposer ça aux gens de dehors. Mhm. OK. Merci beaucoup, Esli. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie, comment construire l'intimité et l'harmonie dans le couple. Et ça va faire l'objet de partage. J'aimerais que, comme la fois dernière, nous puissions être disposés et aptes à partager ce que nous pensons, ce que nous comprenons et autres, afin que nous nous édifions mutuellement. Donc, euh, construire l'intimité et l'harmonie du couple. Est-ce que nous disons bienvenue à Chimène? Chimène est là. Comme Bien, Élise ne parle pas depuis. Pardon? ouais, je disais aussi bienvenue. Maman Chi, Est- Est-ce que Élise peut nous lire ce qui est là au tableau, à l'écran? Élie? Mamie Ali disait que ils étaient en train de vouloir connecter un autre appareil, quoi. Mhm. Le micro de Ellie dérange, d'Élise. Elle a envoyé un message. Mhm. Mhm.
Wow. Décidément, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Donc, nous pouvons dire que créer l'intimité au début d'une relation est relativement facile, mais il faut l'entretenir par le travail et l'habileté. Donc, et pourquoi? Parce que lorsqu'on commence une relation, pendant qu'on vit l'intimité, qui naturellement se crée d'elle-même le plus souvent. Donc, quand on commence une relation, pendant qu'on avance, l'intimité se crée et puis voilà. Mais par la suite, il y a des épreuves de la vie du couple, il y a des épreuves qui viennent euh, s'interposer dans notre intimité et ça rend difficile l'entretien et la croissance. Et il y a les différences de personnalité qui entrent aussi en jeu, des différences de personnalité auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, on se retrouve ensemble, on évolue. Après, on se rend compte on se combat mutuellement à cause de nos personnalités différentes. Et donc, ça commence à affecter notre intimité et notre harmonie. On commence à avoir autre pensée l'un vis-à-vis de l'autre. On commence à se poser la question, est-ce que c'est la même personne que j'ai connue par le passé? Et cela nous affecte dans nos relations. Il y a les perceptions qui sont différentes. Chacun vient avec ses perceptions qui ont eu le temps de se construire pendant toute sa vie. Et ces perceptions qui ne peuvent être les mêmes. Donc, cela vient chevaucher dans notre intimité. Et du coup, ça devient compliqué. Donc, voilà, et c'est pour cette raison que construire l'intimité, il en vaut la peine parce que l'intimité, lorsqu'elle est là, elle peut disparaître si on ne sait pas, si on n'est pas conscient que euh, elle ne demeure pas aussi facilement comme ça d'elle-même. Donc, nous avons assemblé un certain nombre d'éléments qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire pour construire notre intimité. D'abord, il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ça? Être intentionnel. Pour construire l'intimité, il faut être intentionnel. Comment est-ce que nous pouvons comprendre? Qu'est-ce que pour nous ça peut signifier? Jusqu'à présent, les micros dérangent. Ça va maintenant, Papa Merlin? Sur Ah, le poste, ok. on vous écoute, on vous voit sur l'écran et on parle sur le téléphone. Ah, ok. D'accord. Ok, donc partageons donc. Nous disons, pour construire l'intimité, l'une des premières choses à faire, c'est qu'il faut être intentionnel. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ça? Être, Être intentionnel, pour moi, élimine la chance, élimine l'aspect, bon, advienne que pourra. Je ne fais rien, je croise les bras et Mhm, ça va arriver. Non. Être intentionnel mhm. veut dire que je planifie, je pense à cela, je réfléchis Ok, et je travaille pour cela. Je ne laisse pas que les choses ok.
arrive par hasard. Ok. Merci beaucoup. Effectivement, être intentionnel, laisser le hasard conduire beaucoup des choses parce que l'intimité ne peut pas se maintenir elle-même. N'est-ce pas? Si l'intimité se crée d'elle-même, elle ne se construit pas naturellement. Il faut vous venir les grandir. Il faut bien vouloir, il faut être intentionnel, c'est-à-dire il faut vouloir, il faut y penser, il faut planifier, il faut décider d'y travailler. Et il faut se donner la charge de la faire grandir. Donc, il faut se donner la responsabilité de la bâtir. Donc, si je veux construire l'intimité dans mon couple, je dois me donner la responsabilité de bâtir l'intimité dans mon couple. Et ce sera formidable que cela soit réciproque. Si chacun a à cœur de travailler à cela, certainement cela va arriver. Donc, ça, c'est la première chose que nous avons pensé et dit. La deuxième chose, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Qu'est-ce qui est dans se connaître soi-même et qui peut aider à construire l'intimité, à notre avis? Se connaître soi-même. Quelle était la question, papa? Pardon. Donc, la deuxième chose que nous avons à faire pour construire l'intimité, c'est se connaître soi-même. Et la question, c'est qu'est-ce qui, dans se connaître soi-même, peut aider effectivement à construire l'intimité? Qu'est-ce qu'on entend déjà par se connaître soi-même? Qu'est-ce qui entre dans se connaître soi-même? Et en quoi est-ce que ça peut aider à construire l'intimité? On dirait que les questions d'aujourd'hui coincent seulement tout le monde, ou bien que on veut que je réponde tout, tout le temps. Vraiment. Bon, en tout cas, Peut-être bon, Élise voulait parler. Bon, je me dis que quand tu te connais toi-même, euh, tu peux mieux juger, par exemple, qu'est-ce que je peux même dire? Tu peux mieux pouvoir gérer, par exemple, tes émotions. Peut-être tu peux mieux connaître jusqu'à quel niveau tu peux arriver, quoi. Et si tu as, Mhm. si justement à l'intimité du couple, tu vas mieux gérer tes émotions au point de ne pas excéder, de ne pas atteindre une certaine, de ne pas, bon, tu vas d'abord apprendre à te maintenir, je sais pas, à te retenir. Merci beaucoup. Effectivement, lorsque tu connais par exemple tes faiblesses, tes limites, n'est-ce pas? C'est ça. Tu connais des choses qui en toi peuvent faire mal, tu connais les choses qui peuvent affecter votre relation et donc avec ça, tu peux mieux gérer, effectivement, tu peux mieux gérer. Donc, Papa Val voulait dire quelque chose à la suite de... je voulais dire que, bon, si je me connais, je connais ce qui peut me toucher particulièrement, ce qui peut être comme un secret dans mon cœur, ce qui peut
me réjouir et qui fait que si l'autre agit d'une certaine manière, on peut facilement se comprendre. Et si je ne me connais pas, je peux facilement être surpris. Et cela pourrait éliminer l'intentionnalité de mes actions. Alors, lorsque je connais donc comment me préparer, je connais comment faire ou planifier des actions qui vont aller vers le sens de planifier, d'être intentionnel, parce que je me connais et je connais ce que je peux faire. Si je ne connais pas ce que je peux faire, si je ne réfléchis pas à ce qui est à mon niveau possible ou impossible, je ne pourrais même pas avoir des véritables sujets de prière. Or, si je connais même mes limites, je peux au moins apporter cela même devant Dieu ou même chercher de l'aide, même auprès de la famille. Il y a parfois où c'est quand on cause que certains éléments nous viennent, même quand je cause avec certains de nos enfants. Parfois, parce qu'on échange, alors cela comble certaines déficiences que j'ai. Et donc, me connaître permet aussi cette ouverture-là pour recevoir et puis pour pouvoir mieux planifier. OK, merci beaucoup. Effectivement, chacun doit se connaître, connaître ses forces, ses faiblesses, parce que c'est ça qui va aider, justement. Comme Maman Yomba et Maman Val ont dit, euh, lorsque je me connais, lorsque je connais mes limites, mes faiblesses, euh, le degré de mes émotions, ça peut m'aider à être intentionnel. Intentionnel dans mes actions, dans mes relations, dans ma relation. Ça peut m'aider à être intentionnel parce que je vais, lorsqu'il y a problème, en cas de situation, déjà le fait que je me connaisse me permet, puisque je suis dans la logique de bâtir notre intimité, je vais facilement, intentionnellement parvenir à maîtriser mes émotions, à maîtriser mes faiblesses, mes limites et pouvoir partager de la bonne manière. Donc, connaître en quoi je peux faire mal et en quoi je peux faire bien. C'est-à-dire que qu'est-ce qui en moi peut faire mal, peut par exemple détruire notre intimité, peut détruire notre relation, peut détruire la perception que nous avons l'un de l'autre. En quoi est-ce que je peux faire mal? Et aussi, en quoi est-ce que je peux faire bien? C'est-à-dire que, me connaissant, quelles sont les forces que j'ai qui peuvent aider justement à bâtir notre relation, à construire notre intimité. Et connaître mes perceptions, mes valeurs, mon passé et l'influence éventuelle que mon passé a sur moi ou sur nos relations. Ça, c'est autant d'éléments qu'il faut connaître. Ça veut dire que je dois faire une sorte d'étude de ma personne pour me comprendre mes perceptions, quelle est ma façon de percevoir les choses. Par rapport à mon conjoint, quelle est ma façon de voir souvent les choses, quelles sont mes valeurs, mettre mes valeurs sur la table. Parce que mon comportement est fortement influencé par mes valeurs. Or, mon comportement impacte fortement notre intimité au foyer. Donc, je dois essayer de voir tout cela, quelles sont mes valeurs et en quoi est-ce que mes valeurs influencent mes comportements, mes choix, mes attitudes, mes réactions et ainsi de suite. Je dois aussi connaître mon passé et l'influence que mon passé a
sur moi, sur ma vie, sur mes actions, sur mes attitudes, sur mes perceptions. Mon passé, se connaître soi-même. Maintenant, autre chose, se faire connaître. Se faire connaître. Ça, c'est un élément fondamental aussi. C'est la suite de se connaître soi-même, n'est-ce pas? La suite de se connaître soi-même. C'est-à-dire que je ne me limite pas à me connaître. Quand je me connais, je peux partager, je peux parler de moi. Et je peux parler de moi avec l'autre. Je peux échanger, je peux lui dire ce que je sais de moi. Je peux m'ouvrir pour me faire connaître à l'autre. Parce qu'une fois que l'autre me connaît, il y a des attitudes qui ne vont pas le surprendre et il peut me soutenir dans le combat que je mène contre mes faiblesses. Il peut m'accompagner et non pas me condamner. Mais si je ne me fais pas connaître, cet aspect-là va lui échapper. Et il y a des choses que je vais faire, lui, il ne va pas comprendre pourquoi je l'ai fait, et ça va nourrir les mauvaises perceptions qu'il aura de moi, et ça va justement contribuer à affecter ou à détruire nos relations, notre intimité. Donc, ça va déstabiliser l'harmonie qui était en train d'être construite dans notre couple, et ainsi de suite. Donc, se faire connaître, chacun doit permettre à l'autre de le connaître tel qu'il est. Chacun doit se dévoiler à l'autre sans réserve, s'ouvrir à l'autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tel que je me connais, que je me fasse connaître à l'autre. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que nous pensons de cet aspect, se faire connaître? Parce que habituellement, ce n'est pas toujours accepté, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours accepté par tous. Il y en a qui disent que non, 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 c'est pas bon de se faire connaître entièrement à l'autre. Qu'est-ce que nous en pensons, en fait? D'accord, mais là, tu parles d'ici de quand on est déjà marié ou bien même dans les fiançailles. Pardon? Tu parles ici de ce fait, donc tu dis qu'est-ce qu'on en pense, non? Tu parles de Oui, façon générale ou oui, bien oui. tu parles quand on est déjà marié ou bien pendant les fiançailles aussi. Je parle de couple, dans le couple, fiançailles Ah, comme mariés. ok. Mhm, Parce que de mon point de vue, théoriquement, c'est ce qui devrait être. En fait, on doit être vrai, que ce soit mhm, déjà d'abord pendant les fiançailles, parce que parfois il y a beaucoup de problèmes dans le mariage parce que l'un des conjoints estime que il lui a été caché beaucoup de choses. Peut-être si le mhm, conjoint avait su ces choses pendant les fiançailles, sa décision aurait été autre. Peut-être le conjoint ou la mhm, conjointe ne serait pas engagé, mais elle se prend comme il se prend comme pris au piège. Et si les chrétiens, il dit que bon, je vais seulement faire avec, je vais accepter, mais il y a toujours cette petite blessure dans le cœur. Donc, du coup, je me dis, c'est très mhm, important de se faire entièrement connaître au point où, s'il y a les aspects que le conjoint ou la conjointe découvre dans le foyer, que ça n'est pas été intentionnel, comme on a dit tout à l'heure. oui, que Donc, cela n'ait pas été caché intentionnellement. voilà, justement. Oui, tonton. Oui. Mhm, mhm. Oui, et si quand on est OK. déjà dans le couple, même, je me demande comment est-ce qu'on peut ne pas se faire connaître, puisqu'on est appelé à vivre donc chaque jour ensemble, on est constamment ensemble, donc comment est-ce qu'on peut encore cacher une partie de son comportement au conjoint? Bref, je n'arrive pas à associer ça. Pendant les fiançailles, oui, je sais qu'il y Mhm, en a beaucoup qui le font, mais pendant le mariage, moi, personnellement, je ne trouve pas cela possible. mhm. Allô? Allô? Ah, Oui, oui, Chimène? oui. Je serai parfois interrompue parce que, comme j'ai dit, je suis au travail, donc OK. donne-moi une petite minute. Ah, vous êtes de retour? Oui, bonjour. Ok, parfait. Oui, oui. De mon point de vue,
Normalement, c'est ce qui devrait être. Mais comme tout à l'heure, Mhm. tonton, tu parlais il y a nos valeurs, il y a notre éducation, il y a effectivement, il y a tout ça qui joue en la personne, qui peut entraîner effectivement des blocages, qui peut entraîner l'un ou l'autre à ne pas s'ouvrir vraiment. Parce que comme Mhm. parlant de l'éducation, parlant Oui. de nos valeurs, où nous savons comment est-ce que nous avons grandi, effectivement. L'autre peut ne pas, parfois, c'est parce qu'on ne veut pas blesser peut-être l'autre on ne s'ouvre pas entièrement. Connaissant peut-être l'autre de son, d'où comment est-ce, de son environnement, comment est-ce qu'en gros, comment la personne a comme vécu, et que peut-être lors des fiançailles, parce que je suppose qu'il y a lors des fiançailles, il y a des choses qu'on se dit, qu'on se partage. Est-ce que tu aimerais si, est-ce que tu comprends? Donc, parfois, les réponses à l'autre poussent, parfois, les réponses de l'un poussent l'autre à ne pas être entièrement ouvert. Parce que l'un, Mhm. par exemple, va te donner une réponse qui va, peut-être, qui va pas permettre à soit à la conjointe ou à son conjoint de ne pas, de rester effectivement recroquevillé dans son petit monde et ne pas et rester avec ça. Comme je Mhm. disais, c'est ce qui devrait être. Mais moi, je pense que nous sommes Mhm. influencés par notre éducation déjà. Et Mhm. papa Valérie a parlé tantôt, tout à l'heure, que quand il aborde les enfants, c'est un côté que nous, jeunes, on peut dire que beaucoup, la plupart parmi nous, même ici dans la famille, là, on n'a pas été ouvert à ce dialogue-là envers même les parents. Ce qui fait que ça Mhm. nous suit. Mais avec ça, aujourd'hui, il faut qu'on, si on, les enfants, nous qui avons, donc aujourd'hui, nous grandissons et Dieu merci, nous abordons des sujets comme ça. Et avec nos enfants, moi, je pense que Mhm. si on aborde ces sujets et tout, ça permettra à nos enfants d'avoir dans leur futur des ouvertures. Donc, pour dire que aujourd'hui, il y a beaucoup, Mhm. moi, je sais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cas où on est comme parfois. Parfois, on a comme des préjugés. Peut-être l'autre va, si j'ai dit ceci, l'autre va prendre ça comment? Est-ce que. Mais d'une part Mhm. aussi, je me dis qu'avec le temps, si on se retrouve, parce qu'on peut ne pas le dire peut-être à 1 an de mariage, 2 ans de mariage, 3 ans, mais quand on va se retrouver à 15, 20 ans, ça peut être de quelque chose que la personne avait dit, si elle était peut-être dans 1 an de mariage, ça aurait été très, comment je veux dire ça, mal perçu ou bien pas accepté ou bien ça devait entraîner un problème ouais, assez, peut-être on se dit Mhm. peut-être qu'avec le temps, ça peut briser ou bien ça peut permettre, ça peut ne plus avoir ce gros impact-là. Et vu que, comme on dit, quand on se retrouve déjà à 15, 20, 25 ans, on est comme, bref, on devient un peu comme des amis, vrais des amis. On n'a plus trop de blocage, de barrières. Donc, il y a des choses qui peuvent Mhm. être dites, peut-être. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus l'environnement, l'éducation, nos valeurs, nos cultures, comment est-ce que nous avons grandi. Mhm. Tout ça qui entraîne un tout petit peu ce blocage-là. Donc, voilà un peu ma cote-part. Mhm. Je vous laisse. Ok, merci beaucoup, Chimène. Merci beaucoup. Ce que Chimène a dit est très réel. Même euh, Élise, quand elle a introduit, elle a dit c'est ce qui devrait être, n'est-ce pas? C'est ce qui devrait être. Donc, en principe, c'est ce qui doit se faire connaître. Mais ce n'est pas la chose la plus évidente. Pourtant, en fait, c'est, c'est un élément fondamental. Si nous voulons construire l'intimité, nous devons savoir que euh, nous faire connaître est un élément fondamental de l'intimité. Et comme on ne peut pas construire une relation en un jour,
c'est un processus. C'est pour ça que, dès le départ, il a été dit que nous devons être intentionnels. Si dans l'esprit, je suis conscient que l'aboutissement doit être l'intimité et que me faire connaître est un élément essentiel dans ce processus, je dois donc considérer que ça, c'est quelque chose sur laquelle je dois travailler, n'est-ce pas? Et comme Chimène l'a dit, il y a beaucoup de blocages. La réaction de l'autre est un blocage. La perception de l'autre est un blocage. Mes propres perceptions constituent des blocages dans ma vie. Mais il faut que j'en tienne compte et que je comprenne que c'est une nécessité. Et comprendre l'importance de l'intimité, parce que c'est l'intimité qui fait le mariage, l'harmonie. Un mariage sans harmonie, sans intimité, ce n'est pas en réalité un mariage, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un mariage qui a perdu son sens. Donc, c'est une nécessité absolue, n'est-ce pas, de travailler à cela et donc de travailler à se faire connaître. Et nous devons être dans la logique de la mutualité, ce qui implique que nous devons nous associer l'un à l'autre pour bâtir, pour planifier, pour comprendre. Ça doit faire l'objet d'un partage. C'est-à-dire que chacun perçoit que l'autre a des réactions qui le découragent ou qui l'inquiètent ou qui l'empêchent de pouvoir se faire connaître, par exemple. Parlons-en. C'est un élément important. Et que chacun, dans vos causeries, dans vos partages, que chacun réalise que se faire connaître est un maillon fort dans le processus de l'intimité et de l'harmonie dans notre couple. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Autre chose, accepter l'autre totalement. Comment? Comment comprenons-nous ça? Accepter l'autre totalement. Et en quoi est-ce que c'est important dans l'intimité conjugale? Accepter l'autre totalement. Nous avons suivi la question. On a suivi, Papa Mère. OK. Allons-y alors. Je me dis que ça va toujours dans la suite de la question précédente. Je vais peut-être à la suite de Chimène, je vais dire oui, normalement, c'est ce qui devrait être une fois de plus, mais ce n'est pas toujours ce qui est. Mais comme Chimène l'a si bien souligné, avec le temps, plus on fait chemin ensemble, plus on devient même des complices, en fait, des amis, et c'est plus facile. Mais dans les débuts, par exemple, pendant les fiançailles, bon, certaines choses sont masquées. On se dit, bon, ça va aller. Ce qui fait que parfois, au début du mariage, il y a choc. Mais avec la grâce de Dieu et les prières et les causeries, justement, on construit cette intimité et on finit par devenir, comme Chimène l'a dit, complice. Et si on est complice, amis, ça veut dire qu'on s'accepte. Ça devrait signifier que on s'accepte totalement, quoi, et mutuellement. Puisque si on est déjà complices l'un l'autre, il n'y a plus de raison qu'on se... Bref, ça veut dire que... bref, tout ça va ensemble, quoi, je dirais. OK. Bon, maintenant, est-ce que nous croyons que avec le temps, automatiquement, les choses vont se faire? Est-ce que nous croyons que c'est comme ça Non, que ça peut se passer? non, pas du tout, tonton, pas automatiquement. Moi, je me dis, c'est un travail en fait, du couple. Avec le temps, parfois, il y a des expériences où ça va de mal en pire plutôt. Avec du temps, parfois, c'est un couple, on voit plutôt comment l'amour diminue et à un moment, chacun fait ses choses seul. Donc, c'est une construction justement du couple. C'est un travail qui se fait pour qu'on puisse aboutir à s'accepter totalement. Cette complicité dans le couple, c'est un travail
qui se fait depuis, qui se construit depuis le début. Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence que parce qu'on a fait 20 ans de mariage, on sera automatiquement complice. Non, je ne pense pas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Effectivement, ça vaut la peine de soulever cet aspect parce que euh, on on n'a pas toujours 20 ans de mariage ou 30 ans pour savoir si effectivement, après 30 ans, les choses vont se passer comme ceci ou comme cela. Mais on sait au moins qu'il y a beaucoup de couples que nous avons devant nous. Il y en a qui ont déjà fait 50 ans, il y en a qui ont déjà fait 30 ans, 20 ans, 40 ans, et puis nous connaissons comment ces couples-là vivent. Il y en a qui n'ont pas d'intimité, pas d'harmonie en leur sein. Il y en a qui vivent la catastrophe, et ils sont très nombreux, ces couples-là. Les couples qui vivent l'harmonie, qui vivent l'intimité sont très peu. C'est le constat qui est fait. La preuve, c'est ce que nous avions vu avec Papa Mirabeau par le passé, les taux de divorce qui ne font que s'élever, et les plaintes au niveau du tribunal et tout ça, les demandes, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ici, nous devons être vraiment intentionnels et avoir à prendre des décisions claires et concrètes parce que c'est ça planifier. Et accepter l'autre totalement est capital parce que nous avons besoin de nous, c'est-à-dire nous avons besoin de ne pas considérer des choses comme étant des conditions pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir accepter l'autre. Si j'accepte l'autre parce que l'autre est bien, parce que l'autre m'intéresse, parce que l'autre, je ne sais pas, il fait bien, c'est que ce n'est plus ça. Parce qu'un temps viendra où il ne fera pas bien, et donc ça veut dire que je ne vais pas l'accepter. Accepter l'autre tel qu'il est ne doit pas donner lieu à une condition, en fait. Et l'amour par intérêt est purement de la tromperie. Purement de la tromperie. Donc, si j'aime par intérêt, c'est-à-dire que, parce que dans le processus d'accepter l'autre, dans le processus d'accepter l'autre totalement, il est question de considérer tout ce qu'il fait comme quelque chose de normal parce que c'est un être humain. Mais avoir une certaine tolérance. Passer outre ces choses pour l'accepter. Cela n'a rien à voir avec le fait de devoir lui dire nos ressentiments, de devoir lui dire nos reproches, par exemple. Cela n'a rien à voir avec ça. Mais nous pouvons reprocher l'autre, nous pouvons réprimander l'autre tout en l'acceptant totalement. C'est ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et avoir un amour conditionné, c'est avoir la faiblesse de ne pas aimer du tout l'autre. Donc, si mon amour pour l'autre a des conditions établies ou même si je n'ai pas établi de manière formelle et que cela est intrinsèquement dans mon être intérieur, en réalité, cela veut simplement dire que j'ai la faiblesse de ne pas aimer du tout l'autre. C'est un véritable problème. Et c'est un danger même, d'ailleurs. Une autre chose dans construire l'intimité, c'est se donner mutuellement. Avant Se qu'on ne donner passe mutuellement. avant qu'on ne passe ici, je voulais Oui. ajouter quelque chose. Oui. Accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, pas tel qu'on veut ou qu'on souhaite qu'il soit ou Mhm. qu'elle soit. Parce que Mhm. ce que nous construisons, ce que nous voulons que l'autre soit, peut être différent de ce que l'autre est. Mais il Mhm. faut d'abord l'accepter tel qu'il ou elle est.
pas tel que nous Mhm. souhaiterions. Qu'il soit. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Val. Effectivement, une autre chose, c'est se donner mutuellement. Nous voyons que tous ces éléments sont liés et sont progressifs. Il y a une sorte de progression. Une sorte de progression. Se donner mutuellement. Et on ne peut se donner que parce qu'on a accepté l'autre. On ne peut se donner que parce qu'on a compris que on doit se faire connaître à l'autre. Dans le processus, lorsqu'on se fait connaître à l'autre, il est tout à fait normal. C'est-à-dire que la suite logique, c'est que l'on soit capable de se donner à l'autre. Qu'on soit capable de se donner à l'autre. Et c'est ça, justement, l'aboutissement. L'aboutissement. Donc, il est question qu'on parvienne à se donner à l'autre. Dans Genèse chapitre 2, lorsque le Seigneur va parler de la création de la femme et qu'il va faire venir la femme vers l'homme, l'homme va dire, cette fois-ci, c'est celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. L'os de mes os, la chair de ma chair. Et il va continuer par la suite, il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà le concept du mariage. Voilà l'origine même du mariage, tel que Dieu a créé, tel que Dieu a voulu que le mariage soit. Il y a un don de soi total. Le don de soi est total. Quitter et s'attacher pour devenir une seule chair, devenir une seule chair, une seule et même personne en deux, c'est ça, l'aboutissement même du mariage, n'est-ce pas? Se donner mutuellement. Et donc, le don de soi est le véritable amour qui ne tient pas compte des défauts de l'autre, mais qui intentionnellement ne les considère pas. C'est-à-dire qui ne considère pas les défauts de l'autre pour pouvoir l'aimer et pour pouvoir se donner. Donc, on se donne à l'autre, pas parce que l'autre mérite qu'on se donne à lui, mais parce que on a décidé de se donner à lui, parce qu'on l'aime. C'est ça, le don de soi. Maintenant, qu'est-ce qui rend difficile ce point dans la vie du couple, à notre avis? Qu'est-ce qui rend difficile le don de soi à l'autre, à notre avis? Oui, Élie? J'étais en train de réfléchir. Parfois, dans certains cas, il peut aussi avoir peut-être peut-être même, je sais pas, le matérialisme. Peut-être on dit, peut-être si tel ne me fait pas telle chose, ne m'offre pas telle chose, je ne fais pas si. Bref, peut-être mais ou bien peut-être l'influence des familles aussi, si je peux dire, parce que nous avons l'histoire, par exemple, de la famille actuelle qui est en séparation avec son épouse. Au début, tout allait bien, tout semblait vraiment bien aller. Mais on dit que depuis que la maman de l'épouse s'est installée dans la maison, vraiment tout a basculé, tout a basculé. Donc je me dis qu'il y a aussi peut-être la famille ou les mauvais conseillers. Le matérialisme n'est pas aussi à négliger. OK. Je ne Merci sais pas si beaucoup, je... Élie. Oui. Et Oui, oui. je voudrais ajouter
le fait que, oui, sur le point que Mamie Ali vient de soulever là, cela s'attaque à certaines choses dont nous avons parlé. Parce que lorsqu'on est intentionnel et qu'on se connaît et qu'on décide d'aimer l'autre tel qu'il est, toutes ces choses-là sont planifiées. Et l'un des freins, c'est le fait qu'on n'est pas... Mhm. Le manque de renoncement à soi, quoi. C'est-à-dire, parce que si on Mhm. ne renonce pas à soi et que on ne décide pas du bonheur de l'autre plutôt que de son bonheur à soi, il devient Mhm. difficile de se donner à l'autre. Parce que se donner à l'autre, c'est Mhm. parfois refuser de se faire plaisir parce qu'on veut que l'autre soit heureux, soit content, soit Mhm. bien. Mhm. 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 Ok, merci beaucoup. Donc, là, on retient que se donner à soi, ce n'est pas aisé. Et les blocages à ça, la difficulté, c'est justement le fait qu'on soit attaché, qu'on soit encore attaché, attaché aux choses extérieures au couple. Par exemple, attaché à sa propre famille, avec ses parents, ses frères, ses sœurs, et autres, même à ses amis. Lorsqu'on est attaché à ces gens au mépris du foyer, il est difficile de se donner à l'autre. Très difficile. Lorsqu'on est attaché au matériel, lorsqu'on est attaché à soi-même, lorsqu'on est attaché à ses diplômes, à son boulot, et ainsi de suite, tout ça constitue des blocages parce que cela nous empêche de pouvoir nous donner à l'autre. Or, le don de soi à l'autre signifie effectivement, comme Pasteur Joe disait, renoncer à soi pour l'autre. Et même renoncer à tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a. Renoncer à nos relations. En d'autres termes, préférer notre partenaire à toutes ces autres choses-là. Les choses auxquelles nous semblons attachés ou bien auxquelles nous étions attachés, il est question désormais de préférer notre conjoint à toutes ces choses. Ce qui suppose que notre conjoint a accès à toutes ces choses. Toutes ces choses ne m'appartiennent plus, mais toutes ces choses appartiennent à mon conjoint et à moi. Donc cela nous appartient. Que ce soit ma mère, mon père, mes frères, mes biens, mon travail, tout cela ne m'appartient plus, mais cela appartient à nous, à notre couple, à notre foyer. Donc, c'est un peu ça. Autre chose, pour construire l'intimité, nous sommes appelés à construire nos valeurs. Comment ça peut se faire ou comment comprenons-nous ça? Construire nos valeurs. Construire nos valeurs. Intimité et valeurs. Comment est-ce que nous comprenons ça? Comment est-ce que ça peut se faire? Construire les valeurs de la famille, alors. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Mm. Euh, Moi, je me dis qu'on parle ici de
de définir peut-être ensemble ce qu'on aimerait, quoi, que le couple soit. Je ne sais pas. Si on peut voir, par exemple, ici là, j'introduirais déjà les enfants. Si on a des enfants, par exemple, qu'on ait des mêmes valeurs, des mêmes visions sur l'éducation des enfants, sur ce qu'on aimerait que les enfants, comment on n'aimerait pas que peut-être le conjoint, l'époux voit que non, pour lui c'est OK quand les enfants font comme ça, si ça, et la conjointe voit tout le contraire. Donc, moi je me dis que c'est toujours construire des valeurs, toujours fusionner ensemble fusionner surtout en fait, que ce soit l'éducation des enfants ou bien dans la façon de Merci fonctionner. beaucoup, Élie. Merci beaucoup, Élie. Ce que tu dis est tellement pertinent parce que le problème, l'un des véritables problèmes dans le mariage, c'est que chacun a ses valeurs, n'est-ce pas? Et les valeurs ne sont pas forcément les mêmes. Parfois, il y a une incohérence dans les valeurs. Et cela fait problème parce que lorsque les enfants viennent, les enfants perçoivent cela. Cela influence le cours de la vie des enfants. Et nous allons construire une vie des enfants qui est déjà limitée, qui est bloquée. Une vie des enfants qui est partagée parce que les parents ne sont pas d'accord sur leur façon de voir la vie. Ils ne sont pas identiques. Enfin, ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniques comme couple parce qu'ils sont quelque part divisés dans leurs valeurs et ça fait problème. Donc, ici, nous voyons que chacun a ses valeurs à l'origine. Lorsqu'on se connaît, on commence une relation, on avance, chacun vient avec ses propres valeurs. Et parmi les valeurs, il y en a qui coïncident. Nous avons certaines valeurs qui sont les mêmes valeurs, mais il arrive que nous ayons des valeurs qui soient différentes. Il est question pour nous de partager nos valeurs, que chacun partage ses valeurs et qu'ensemble, on mette sur la table, on évalue, on voit. Et ensuite, qu'on comprenne chacun les valeurs de l'autre afin de parvenir à s'accorder. L'important, c'est ça, qu'on s'accorde, parce que si chacun a ses propres valeurs, ça vient de loin. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de loin. Ça a été construit dans le temps, pendant sa vie, pendant son éducation, pendant qu'il était avec ses parents ou avec les tuteurs, pendant qu'il était à l'école, les figures d'autorité, les enseignants, les pasteurs et autres, chacun a apporté sa part dans la construction des valeurs de l'un comme de l'autre. Maintenant, lorsqu'on se retrouve, il est important qu'on se les partage. En se les partageant, on peut comprendre d'où viennent les valeurs de tel ou de tel et pourquoi ces valeurs. Et puis, on peut comprendre les origines et même les faiblesses des valeurs et adopter donc les valeurs qui sont propres à nous et qui sont les meilleures valeurs, en fait, que nous considérons. Donc, adopter ensemble les valeurs qui vous sont propres. Vous rassurez que vos valeurs sont alignées à celles de Jésus. Donc, nous sommes appelés à avoir les mêmes valeurs, donc à construire nos valeurs et nous assurer que nos valeurs sont alignées aux valeurs de Christ, du Seigneur Jésus. Parce que les valeurs qui ne sont pas alignées sont des valeurs justement qui vont détruire le foyer dans le temps, qui vont détruire le foyer. De toute évidence, n'est-ce pas? Maintenant, une autre chose, construire l'intimité, c'est mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au centre. Comment pouvons-nous mettre Dieu au centre? C'est une bonne question, tonton Melun. Comment mettre Dieu au centre, par exemple, quand l'un des conjoints est enfant de Dieu et l'autre pas?
Mhm. Quand les deux sont enfants de Dieu, je me dis c'est pas facile, mais c'est plus facile, voilà. Quand je dis pas facile, Ou parce bien c'est que moins difficile, c'est plus difficile. oh, c'est pas difficile, justement. Mhm. Parce Hmm. que, tu disais, Oui, parce que peut-être de nos jours, la façon dont les choses courent, la vie court, le temps court, la vie chère, donc on est plus, je veux dire, généralement en tant que famille, on met Dieu un peu, on relève un peu Dieu au second plan. On cherche, mhm, on travaille en journée et on se retrouve très peu pour, pour, pour partager ensemble en famille la parole de Dieu. Bien que les parents soient enfants de Dieu, ce n'est pas toujours évident. On parle certes de Dieu aux enfants, mhm, une évidence de réussir à les regrouper pour pouvoir euh, partager ensemble la parole de Dieu parce que en soirée, par exemple, on est fatigué, le matin on sort tôt, on est toujours à la course, la course, la course. Mais quand l'autre mhm, conjoint n'est même pas enfant de Dieu, c'est plus difficile parce que même le peu qu'on pouvait faire ensemble, ou bien le conjoint qui est enfant de Dieu veut faire, celui qui n'est pas enfant de Dieu, parfois lui dit, n'apprends pas les choses comme ça à mes enfants, ou bien ce n'est pas important, si tu veux, si c'est ta condition, fais-le toi-même. Vas-y toi-même. Donc, je me dis, c'est quand même assez compliqué quand c'est des couples mhm, pas. mhm. OK, merci. Et effectivement. Et maintenant, en quoi est-ce que mettre Dieu au centre joue un rôle prépondérant dans l'intimité, dans la construction de l'intimité du couple? Nous avons compris la question. Oui, tonton. Euh, Parce que quand, je me dis, quand on est enfant de Dieu, par exemple, même en des moments de difficulté, on se replie vers le Seigneur, quoi. Nous, les deux, quand même, nous Mhm, deux, on sait que devant Dieu se trouve la solution. Devant Dieu se trouve la réponse à tous nos questionnements. Bref, voilà, Dieu est un appui pour nous, pour chacun de nous. mhm, Et, et, et en cas de mhm. difficulté, on se replie toujours on fait OK. référence à Dieu tous les deux et on trouve des solutions à cela. L'un des piliers de la présence de Dieu dans un foyer, l'un des piliers que cela apporte, c'est une autorité au-delà de toute autorité humaine. Parce que lorsque Dieu est au centre, est dans un foyer, il y a cette autorité-là que nous Mhm, reconnaissons être suprême, être supérieur. Et c'est ça qui stabilise un peu les points de vue entre guillemets. Parce que s'il est au centre, cela veut dire que les conjoints acceptent qu'il soit au centre et donc se soumettent mhm, à son autorité. Bien que ce ne soit pas facile, au moins mhm, le fait qu'il y a cette autorité-là vient tempérer certains éclats, mhm, certaines choses qui peuvent manquer. Et donc, lorsqu'on veut construire une mhm, intimité dans le couple et qu'on sait qu'il est au centre, on sait par exemple que ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas toujours ce que je veux qui doit, parce que au-delà de ce que je veux, il y a Dieu qui est présent et qui veut que je
renonce à moi-même pour que Mhm. l'autre soit content, heureux, satisfait. Mhm. Et donc, Dieu au centre, ça apporte quelque chose de plus. Et il y a une question que Mamie Ali a posée, comment mettre Dieu au centre si l'un des conjoints n'est pas enfant de Dieu? Le fait que l'un ne soit pas enfant de Dieu Mhm. n'enlève pas la présence de Dieu qui peut être au centre du couple. Parce que même la personne qui n'est pas enfant de Dieu peut reconnaître l'autorité suprême, pas nécessairement se soumettre aux exigences de l'autorité suprême, pas nécessairement être sauvé, mais accepter que l'autorité suprême, l'autorité divine, Mhm. soit celle qui prime. Et OK. nous avons toujours encouragé nos enfants, en tout cas, à chercher la volonté de Dieu pour leur mariage, pour leur foyer. Et c'est pour ça que nous encourageons encore à rechercher devant Dieu, n'est-ce pas? Pour que ceux qui ne sont pas encore mariés, là, se marient Mhm. vraiment en tenant compte de la difficulté que cela peut apporter lorsque Dieu n'est pas au centre. OK. Merci beaucoup. Et en fait, c'est ça. Dieu au centre, euh, même si l'un des conjoints n'est pas marié, effectivement, au moins la prière, en priant, Dieu va agir. Ce n'est qu'une question de temps, n'est-ce pas? Dieu va agir. Parce que nous avons mis Dieu au centre, Dieu va agir au temps marqué qu'il exauce. Donc, euh, Dieu au centre de nos relations est la garantie de la sécurité du couple et de la famille. La garantie de la sécurité du couple et de la famille. Parce que Dieu au centre, il nous accompagne. Il est là. Il nous oriente. Il nous guide. Il nous conduit. En cas de problème, en cas de difficulté, en cas d'attaque même, nous pouvons crier à Dieu. Dieu étant au centre, nous avons l'assurance qu'il va pouvoir. La solution est là. Parfois, ce n'est qu'une question de temps et de patience. Donc, Dieu au centre est la garantie aussi de la sécurité de notre intimité. En cas de problème, Dieu nous oriente, n'est-ce pas? Il nous aide à voir mieux, à voir clair. Lorsque notre intimité est attaquée d'une certaine façon, parce que Dieu a été mis au centre, nous avons le privilège de pouvoir recourir à lui pour nous aider à régler la situation. Et du coup, voilà, même si c'était tendu entre nous, Dieu va nous mettre ensemble parce qu'il est au centre et il va nous aider comme un modérateur invisible. Mhm. Et cela implique une vie de méditation, une vie de prière ensemble. Même si l'autre conjoint n'est pas enfant de Dieu, notre perspective, c'est parvenir à l'intéresser à la chose de Dieu progressivement. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, euh, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il va dire aussi que toi qui es enfant de Dieu, tes enfants sont purs par ta foi en Jésus. Le Seigneur prend ça en compte et il bénit. C'est lui qui fait le travail. Pendant que nous sommes en train d'évoluer dans notre intimité avec le Seigneur, de construire avec Dieu au centre, c'est lui qui va bénir, qui va aider, qui va convaincre
de péché, de justice, de jugement, notre conjoint, notre partenaire qui n'est pas dans la foi. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Autre chose, la communication doit être une priorité au foyer. La communication doit être une priorité au foyer. Donc, pour construire l'intimité de couple, la communication doit être prioritaire. Pourquoi, à notre avis? Oui, Chimène? Oui, je pense que la communication doit être une priorité pour pouvoir. C'est vrai que je ne vous ai pas écouté pendant un long moment, mais bon, je prends comme ça. J'ai dit, la communication, pour moi, ça permet d'avoir confiance déjà en l'autre, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre, d'être accepté par l'un et l'autre en fait, pour pouvoir bien se Mhm, connaître. Et puis de pouvoir se connaître et mhm, pouvoir s'accepter. Et oui, donc pour moi, c'est un peu ça. Elle est très importante à cause de ça et pouvoir se lier davantage, se souder dans des circonstances, peu importe. Donc, c'est un peu ça. Et être vrai envers soi, être vrai envers mhm, l'autre et puis vrai même envers son Dieu. Donc c'est un peu ça, quoi. mhm. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chimène. Effectivement. Euh, autre chose, la communication doit être prioritaire. Effectivement, comme Chimène le disait, une communication fluide et efficace crée un climat de confiance. Un climat de confiance. Lorsqu'on communique en permanence, on se dit tout, on ne se cache rien. Ça crée un climat de confiance. Et personne ne peut venir me parler de mon conjoint en mal et j'y crois parce que je connais mon conjoint. Mon conjoint me dit toujours des choses qu'il a, qu'elle a. Donc, ça crée un climat de confiance et cela favorise l'ouverture mutuelle, l'ouverture de l'un à l'autre. Lorsque la communication est prioritaire, lorsque la communication est totale, est véritable, chacun se sent en sécurité, n'est-ce pas? Chacun se sent en sécurité et chacun est disposé à se confier à l'autre, quelle que soit la situation qu'il traverse, que ce soit au boulot, euh, au quartier, en famille, chacun est disposé à se confier totalement à l'autre. Pourquoi? Parce que la communication est fluide. Et donc, la sécurité, le sentiment de sécurité est là. Et plus on communique de manière fluide, plus on a envie de communiquer. On a envie de tout se dire. Plus on communique chacun avec l'autre, plus on a envie de ne rien cacher et de ne rien oublier à partager à l'autre. Et le mystère, il y a un mystère caché là-dedans. Parce que la communication fluide favorise l'unité d'esprit, n'est-ce pas? L'unité d'esprit qui est le sceau d'intimité, l'unité d'esprit. Et nous voyons que faire de la communication une priorité absolue nous protège et nous devons la protéger, pardon, et la chérir, très capital. Donc, et lorsqu'il en est ainsi, nous pouvons être sûrs
que nous avons la garantie d'être en sécurité, même dans nos émotions. Parce qu'une communication fluide veut aussi dire que lorsque quelqu'un m'a blessé, je vais lui dire sans le condamner. Parce que déjà, le fait que la communication soit fluide et permanente me donne le sentiment que mon conjoint ne peut rien faire pour me faire du mal. Et donc, ce climat de confiance fait que je me sens en sécurité. Même quand je me sens blessé, je ne dis pas qu'il m'a blessé, mais je me sens blessé par ce qu'il a fait ou dit. Et donc, ça favorise les échanges. Ça favorise la vérité. Donc, on est prompt à dire la vérité à l'autre dans un bon esprit, dans un esprit disposé à comprendre l'autre. Donc, lorsqu'on pointe, on ne pointe pas l'autre du doigt. Lorsqu'on dit à l'autre ce qu'il a fait de mal, on ne le dit pas en l'accusant, mais on le dit aussi dans le souci, surtout dans le souci de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on sait que quand il va nous dire ce qui s'est passé, nous pourrons mieux le comprendre et comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est ça. Et en cela, nous voyons que beaucoup de conflits sont dus aux incompréhensions. Et les incompréhensions se perpétuent par un manque de communication ou par une insuffisance de communication. Donc, nous devons protéger et chérir la communication. Et cela demande que l'on gère et qu'on résolve tout conflit avant qu'il n'ait le temps de grandir ou de s'enflammer. C'est ça, n'est-ce pas? Une communication fluide nous aide à gérer et à résoudre des conflits avant que le temps n'accorde à ces conflits-là de s'enflammer. Parce que le plus souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque la communication n'est pas fluide, en cas de situation douloureuse, si mon conjoint m'a heurté, parfois j'ai de la peine à m'exprimer. J'ai de la peine à lui dire ce que je ressens par rapport à ce qu'il a fait. Et pendant que moi, j'ai cette peine et que je mijote des pensées, lui, il peut arriver qu'il ne soit même pas conscient qu'il a fait quelque chose qui m'a heurté. Et le mal grandit dans mon cœur, donc la blessure grandit dans mon cœur. Tant passe, plus la blessure grandit, ça me fait de plus en plus mal. Et plus tard, quand ça va exploser, ce sera autre chose. Alors que l'autre n'est même pas conscient qu'il y a quelque chose. Donc, c'est ça. La communication nous aide à gérer des problèmes avant que les problèmes ne s'amplifient. Et nous appelons cela briser l'orgueil et l'égoïsme. En réalité, ici, il faut noter que les racines des problèmes de communication dans le couple sont ces deux choses, l'orgueil et l'égoïsme. Les racines des problèmes de communication. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a problème de communication dans un couple, la fondation de ces problèmes, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Chacun de nous a besoin de briser cela, briser l'orgueil, briser l'égoïsme. Dans le processus de construction de l'intimité, nous avons besoin d'être conscients de cette réalité, de cette vérité. Quand je suis orgueilleux, naturellement, lorsque l'autre va me faire des reproches, je vais sentir mon moi atteint et je vais réagir mal. Lorsque l'autre va faire quelque chose et que dans ma perception, ce sera que l'autre m'a attaqué. C'est ma perception, mais ce n'est pas la vérité. Parce que l'autre, quand il fait, il n'a pas l'intention de me faire du mal. Parfois, il n'est même pas conscient que ça va me heurter. Mais à cause de mon orgueil, je perçois que l'autre m'a touché dans mon moi. L'autre m'a méprisé. Et justement, ça crée un problème fort dans la communication. La façon dont je vais m'adresser à l'autre
sera une communication totalement ratée. Une communication qui va plutôt contribuer à détruire ou à blesser. Et c'est ça le problème. Et l'autre problème, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est aussi une racine des problèmes de communication. Parce que lorsque je suis attaché seulement à moi, tout est tourné vers moi, justement, ça va créer ce problème dans la communication. J'aurais tendance, par exemple, à mépriser l'autre, à inconsidérer l'autre, à ne pas considérer l'autre. Je considère tout ce qui est à mon avantage, tout ce qui est bien pour moi, je considère. Mais ce qui n'est pas, ce qui est bien pour l'autre, je ne considère pas forcément. À moins que ce qui est bien pour l'autre soit aussi bien pour moi. Donc, l'égoïsme, c'est ça. Autre chose, il y a l'unité du couple, la vision commune. Construire l'intimité a beaucoup à voir avec l'unité du couple. L'unité du couple. Nous savons que l'unité est une clé de la réussite. L'unité. Nous réussissons tous ensemble parce que nous sommes un. Nous échouons parce que nous sommes dispersés. Est-ce que nous pouvons dire un mot là-dessus? Est-ce que nous pouvons partager là-dessus? Qu'est-ce que nous en pensons? Comment est-ce que nous voyons cela? Tonton, mais là, pardon, la question, c'était encore quoi? Oui, je disais que l'unité du couple, la continuité. Comment est-ce que nous voyons ça? Qu'est-ce que nous en pensons? Que pouvons-nous dire comme commentaire par rapport à ça? En quoi est-ce que l'unité du couple bâtit l'intimité? Donc voilà les questions, quoi. Mhm. Les questions de aujourd'hui, là. Hein? En quoi l'unité du couple bâtit l'intimité. Je me dis que ça va aussi à la suite de la communication. Plus nous communiquons, plus nous soudons, quoi, parce qu'on se connaît mutuellement. Mhm. Mhm. Et Mhm. bon, communication va avec, bref, on communique davantage, on se connaît mutuellement et du coup, on se soude davantage. On est naturellement beaucoup plus soudés. Je ne sais pas Mhm. comment je... Oui, on est naturellement beaucoup plus soudés. Mhm. Ouais, Oui, donc vous l'intimité a m'écoutez? beaucoup. Oui, oui. Oui, je voulais dire que plus on travaille à l'unité du couple, plus cela favorise l'intimité entre les conjoints. C'est la même chose pour la famille d'ailleurs. Quand on travaille Mhm. ensemble pour l'unité, on travaille pour l'unité. Parce que le travail pour l'unité nous rapproche et nous Et permet de chez moi que ça dérange. J'ai pas l'impression que les papa, préalables dont nous avons tonton, déjà parlé. papa Val, Pardon? je n'ai pas l'impression, je ne t'écoute pas très bien. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui dérange ou bien si les tontons mais ont le même problème. C'est vrai que je suis dehors, je suis en train de conduire.
Ah, pour ça que les écrans, un est à la maison et puis j'utilise la tablette en route. ah, d'accord, d'accord. Et donc, je disais donc que quand je travaille pour l'unité, dans une famille, que l'on fait pour s'unir, pour se rapprocher les uns des autres, participe à la création d'une certaine intimité. Parce que on ne peut pas se rapprocher les uns des autres et se cacher des choses. Plus on se rapproche, plus on devient un, moins on se cache. Parce qu'on ne peut pas être un si on a des secrets, si on a des choses cachées. Mais si on ne travaille pas à cette vision, à cette unité, alors il y aura toujours ces petits secrets qu'on va se cacher, on va essayer de... Enfin, il y aura des petites chambres, c'est-à-dire qu'une maison a beaucoup de chambres, on va ouvrir certaines chambres pour que l'autre voit, et puis il y aura des chambres que l'on va sceller parce que c'est notre réserve, c'est secret, et cela ne participe pas à l'unité, et cela ne participe pas non plus à l'intimité. Et plus on travaille à l'intimité, et plus aussi, parce que je voulais dire que c'est comme un cycle. Plus on est intime, plus on s'unit. Et donc, quand on travaille à l'unité, on est en train de travailler à l'intimité. Et quand on travaille à l'intimité ou sur l'intimité, on travaille aussi sur l'unité. Une famille qui ne travaille pas à unifier ses visions, à avoir les mêmes valeurs, par exemple, à s'accepter mutuellement, à chercher le bonheur de l'autre plutôt que le sien, ne va certainement pas s'unir et ne va pas être intime. OK. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? L'unité joue un rôle fondamental dans l'intimité. Les deux vont de pair. Et cela suppose que nous sommes appelés à prendre des décisions de manière commune, n'est-ce pas? Donc, l'unité du couple demande que le couple soit un dans ses décisions, que le couple soit un dans ses actions, que le couple soit d'accord sur tout ce qu'ils doivent faire, que le couple soit d'accord sur ce que chacun fait et sur ce que chacun est appelé à faire. Voilà l'unité, n'est-ce pas? L'unité suppose que l'un n'avance pas sans l'autre. L'un ne franchit pas des pas sans l'autre. Pendant que l'un franchit des pas, il est accompagné par l'autre. L'autre est d'accord avec lui. L'autre le soutient, n'est-ce pas? C'est ça les effets de l'unité. Donc, on n'a rien à se cacher. On a tout intérêt à se dire des choses et à décider ensemble que chacun donne son point de vue et qu'ensemble, on parvienne à adopter ce qu'on doit faire, ce que l'un comme l'autre doit faire, et ainsi de suite. Et quand nous parlons aussi de vision commune, ça entre dans le même sens. Parce que la vision commune suppose que on regarde tous dans la même direction. On sait où on va ensemble. Ce n'est pas que l'un a une vision et l'autre a sa part de vision. Ou que l'un a une vision et l'autre n'a même pas de vision, mais ne connaît même pas la vision de celui qui a la vision. Ensemble, on doit avoir une vision et on doit foncer ensemble dans cette direction. C'est ça qui permet au couple de
grandir, d'avancer et de savoir ce qu'ils recherchent. Cette intimité, cette unité-là nous conduit véritablement à l'intimité. Donc, voilà, l'unité rend fort face à l'adversité. Face à l'adversité. Quand, en cas de problème, parce que nous sommes un, nous pouvons être forts pour vaincre. Même si ce sont des attaques, nous pouvons être forts. Et cela est d'autant plus intéressant et vrai que le Seigneur Jésus nous a donné une promesse formidable. Hein, Élie? Pardon, tonton Mélange, pardon, je ne t'ai pas bien écouté. L'unité rend fort face à l'adversité. Quand un couple est un, face à l'adversité, le couple est fort. La victoire se trouve dans l'unité. La victoire se trouve dans l'unité. Et cela est d'autant plus vrai et profond que le Seigneur Jésus nous a fait une promesse formidable. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Selon Matthieu 18, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Donc, lorsqu'un couple s'engage dans la voie de l'unité, ça veut dire que tous deux ont décidé de faire chemin ensemble et de s'accorder, de prendre des décisions ensemble, d'être d'accord sur tout ce qu'ils doivent faire, en sorte que lorsqu'on n'est pas d'accord, on s'écoute mutuellement, on s'entend, on se comprend. Chacun exprime pourquoi il pense comme ceci ou comme cela. Chacun dit sa pensée et ensemble, on juge, on voit quelle est la meilleure pensée que nous devons adopter. Pas que quelqu'un dit que non, je veux qu'on adopte ma façon de voir, je veux que, non. Ensemble, on examine le point de vue de chacun et qu'ensemble, on voit quelle est la meilleure position qui sied pour nous. Et qu'ensemble, on soit d'accord sur la meilleure position. Lorsqu'il en est ainsi, si nous allons vers le Seigneur, nous lui présentons la situation, ce que nous avons adopté ensemble. Et nous prions que Dieu bénisse. Dieu va bénir. C'est la promesse que Jésus a faite. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Et face à cette réalité, lorsque nous allons nous rendre compte que c'est en train de marcher, même là où nous avons des difficultés et que nous avons été d'accord, nous prions et Dieu débloque. La situation s'arrange et puis le projet avance. Nous serons davantage encouragés et soudés. Et voilà comment l'intimité va grandir entre nous. Nous allons davantage nous aimer. C'est-à-dire que l'amour va grandir entre nous parce que nous nous tenons la main pour avancer ensemble. Et chacun est content de la participation de l'autre et de sa propre participation à comment les choses sont en train d'évoluer dans le couple. Et donc, avec ça, nous allons grandir en intimité, en amour, en succès, en victoire dans l'adversité, dans les situations. Même lorsque nous allons rencontrer nous allons faire face aux épreuves de la vie, nous serons un parce que nous avons compris et parce que nous sommes encouragés par les résultats de notre unité. Donc voilà. Et enfin, la vision nous met dans la même direction. Si l'unité rend fort face à l'adversité, tu disais là, face aux difficultés, on va encore plus s'unir. Je ne peux que confirmer. Je me rappelle quand notre fils Johan, notre deuxième enfant, est né prématurément. C'est une épreuve de la vie qui nous a encore tellement, Marino et moi, tellement soudés, vraiment beaucoup unis. Voilà. Justement parce qu'on regardait dans la même direction et on priait ensemble, on avait les mêmes, on pleurait ensemble, on priait ensemble, on partageait vraiment tout ensemble. Et c'était des moments de difficulté, mais qui nous ont vraiment beaucoup aidés jusqu'aujourd'hui. Et je voudrais aussi ajouter une autre chose par rapport à cet aspect.
Euh, il arrive que bien qu'on veuille faire des choses de manière unique, je parle particulièrement des décisions à prendre. Comme tu Mhm. insistais sur le fait que ce n'est pas ma décision qui prime, c'est notre décision. Alors, il faut bien question. Le point sur lequel il faut insister, c'est ne pas que si elle capote, que la personne On n'entend pas bien, hein? Ça grésille là, ça se découpe. je disais que par rapport aux décisions à prendre, Mhm. il est important de savoir qu'on travaille sur l'unité, on travaille pour que les décisions à prendre soient consensuelles. Mais il peut Mhm. arriver qu'on n'arrive pas à s'entendre sur quelque chose, mais il faut prendre une décision, il faut faire quelque chose. Et je Mhm. voulais ajouter que le travail de l'intimité dont nous parlons signifie que même si on a pris une décision, si l'autre a insisté et que finalement on a pris cette décision et qu'elle ne produise pas le bon résultat, il est important de savoir que ce n'est pas l'occasion pour nous de venir dire ah ah, je t'avais bien dit. Tu vois, c'est parce que là, cela vient détruire Mhm. l'intimité. Alors que Mhm. l'autre se sent déjà capable d'avoir fait capoter le couple ou d'avoir fait capoter la famille. Au lieu Mhm. d'avoir un bras de soutien, il est beaucoup plus facile qu'on vienne en critique. Et le travail de Mhm. l'unité et le travail de l'intimité, c'est afin que même quand on s'est rendu compte d'une erreur dans une décision prise, que l'on sache que c'est le couple qui a pris la décision, même si c'est la décision d'une personne, que l'on soit capable de défendre cette décision-là, même comme on a perdu, et que l'on soit capable de s'en sortir Mhm. ensemble, solidifié, pour ne plus refaire la même bêtise ou bien retomber dans le même piège, mais que l'on sorte toujours unis. Mhm. Merci beaucoup. Ça, c'est un élément fondamental qu'on a failli vraiment oublier parce que en cela, il faut dire que lorsqu'on parle de l'unité au sein du couple, nous devons être, ça veut dire que nous, l'unité, c'est être d'accord sur ce que nous sommes appelés à faire, sur les décisions à prendre, mais aussi, ça veut dire que nous devons être d'accord de ne pas pouvoir être d'accord tout le temps. Donc, nous devons être d'accord de ne pas pouvoir être d'accord tout le temps. C'est un élément fondamental aussi dans l'unité. Parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où il faut prendre une décision, comme Pasteur Jules disait tout à l'heure, une décision urgente. C'est des cas qui arrivent et on n'est pas d'accord. Mais si on ne prend pas une décision, quelque chose de pire peut arriver. Donc, nous devons être d'accord de ne pas être d'accord parfois et définir ensemble comment ça devrait se passer, en sorte que lorsque cela arrive, que cela ne soit pas étonnant. Lorsque une personne a décidé et a fait, l'autre suit simplement, et puis, étant conscient que nous avons été d'accord de ne pas pouvoir, que nous pouvons ne pas être d'accord, ça va être plus soft et on pourra ensemble avancer, se tenir la main. Même quand il y a échec, euh, comme Pasteur Joe disait tout à l'heure, même quand il y a échec, accepter l'échec. Pourquoi ne pas permettre que l'autre échoue ou bien que le couple échoue à cause d'une personne? C'est toujours, ça fait toujours partie de l'apprentissage. Ce qui est certain, c'est que lorsque cela arrive, on a appris une leçon. Et la personne qui a... Oh,
OK. Tonton, mais là, tu avais pris la décision seule de partir. Ah bon? En fait, je suis même pratiquement à la fin, bien qu'il y ait des choses, euh, ce qui a été prévu est à son terme. La vision nous met dans la même direction. Donc, voilà la dernière phrase de notre partage de ce soir. La vision nous met dans la même direction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, tonton Mérin. Merci, papa Val. Très intéressant. Merci. Dieu, Amen. je ne sais pas si c'est c'est son Internet qui fait des problèmes, mais je ne le vois même plus. Tu ne me vois plus. Qui, tonton Mérin? Il est là. Ah, ok. D'accord. Ouais, grand merci, grand merci, grand Peut-être c'est merci. plutôt ton Internet qui fait problème. Possible. Ouais, grand merci, grand merci. Merci pour ce partage. C'est vrai que les questions d'aujourd'hui semblaient beaucoup plus difficiles que les autres jours. Apparemment. C'est vrai, mais par la grâce de Dieu, on s'en est sorti. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement, bon, c'est vrai que j'ai rappelé encore aux gens, mais beaucoup de personnes n'ont pas participé comme je l'aurais souhaité parce que la richesse de ces enseignements vient aussi parfois des questions diverses parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Et je voudrais vraiment que nous encouragions les nôtres à y participer afin que nous tous, puisque la question que tu poses ou la question que je pose n'est pas nécessairement la même que quelqu'un d'autre peut poser. Et donc, c'est important quoi, que nous puissions avoir la participation du maximum pour que nous puissions bénéficier au maximum aussi. Donc, nous allons prier et Ouais. vraiment que le Seigneur puisse bénir. Et comme d'habitude, je vais faire le YouTube de ça et puis envoyer à la famille. Donc, si Mamie Ali peut prier et nous remettre tous entre les mains de Dieu, ce sera bien. Ok, prions Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu très saint. Nous voici rendus au thème de notre enseignement concernant l'intimité dans les... Nous te disons infiniment merci, Éternel, pour ce que tu as permis à ce que nous puissions faire aujourd'hui. Malgré notre créature éternelle, tu as utilisé tes serviteurs, Papa Valérie, afin qu'ils puissent nous enseigner. Nous te disons merci et nous te prions de les bénir. Seigneur, pour leur temps qu'ils mettent à disposition pour nous afin de nous enseigner, pour l'épanouissement de nos cours, pour bénir l'Éternel abondamment et de façon individuelle. Nous te prions également de faire ce que tous ces enseignements ne soient pas vains. Qu'ils arrivent sur des terres fertiles, éternelles, et qu'ils puissent produire des fruits. Nous voulons également te prier, Éternel, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous te prions, Éternel, de leur donner toi-même ce désir de se joindre à nous pour les prochaines fois, afin qu'ensemble nous puissions être bénis par les enseignements. Seigneur, nous voulons te confier la suite de cette journée pour les uns et de la nuit pour les autres. Nous te prions de veiller sur chacun là où il se trouve. Seigneur, nous ne saurons nous séparer ici sans te présenter les membres de nos familles qui souffrent dans leur chaîne. Nous voulons penser à Papa Valérie, lui-même éternel. Nous voulons déjà te dire merci pour lui parce que malgré son état de santé éternel, il se bat et essaye toujours de se joindre à nous. Guéris-le éternel et
Accorde-lui la grâce éternelle de pouvoir retrouver la santé. Pense à Papa Merlin éternel. Pense à Papa Sylvestre. N'oublie pas le fils de Chesserie l'éternel qui souffre. Nous te prions éternel afin que tu puisses te manifester dans la vie de cet enfant. Veille sur chacun de nous, sur chacune de nos familles de façon individuelle. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Amen, Naïf. Merci. OK. Merci encore, Papa Merlin. Merci beaucoup. Ça a permis que j'écoute Je la n'ai voix pas de tout écouté, Chimène. mais j'ai Ça pas a vraiment permis tout que écouté, mais au moins j'écoutais en ça a permis que partie. j'écoute la voix de Chimène. C'est pas évident. Oui, j'ai écouté vraiment toute Et la j'ai vérité. écouté Là, la mais voix tout de n'était pas là. Chimène. Écoute alors, Papa Merlin dit que j'écoute la voix de Chibelle. J'ai- Ouais. Je veux bien y être, mais je suis comme je dis, parfois je veux reconnaître, mais franchement, je suis, comme là présentement aujourd'hui, là, je ne sais même pas, j'ai pas écouté peut-être 30 minutes. Donc, merci à Ouais. Papa Val qui va nous envoyer ça plus tard. Vraiment, heureusement. Heureusement, vraiment. Non, c'est vraiment très enrichissant. Alors, C'est très enrichissant. vraiment. Merci C'est encore. vrai. Merci, Maman Chérie. Merci, Bonsoir. maman. Merci, bonsoir. OK. On va commencer à s'appeler. D'accord, il n'y a pas de souci. OK. OK. Bye bye. Merci, portez-vous bien, Papa Merlin. Portez-vous bien. Salut à la famille. Oh. Merci, Papa Val, ma chérie. où tu es déjà dans quel... on dit quoi là? Tu es dans le car qui part. Ouais, Oh, on va faire comment? d'accord. On va faire comment? Il est dans le car qui part. Et c'est lui-même qui est au volant. Je C'est t'assure. ça. Il faut seulement les saluer. Ok, Je Papa te Merlin, merci beaucoup. Merci encore. Merci. OK. J'attends Bye la bye. prochaine, oui, la prochaine invitation. D'accord. bonne Et journée, dis chérie. Bye. Papa, Bye. Bonne nuit là-bas. il paraît que les résultats sortent déjà. Mhm. Chez les francophones, les résultats sont sortis. Ah, pas chez Le les bac, c'est anglophones. très Pas grave. les anglophones. Il Oui, paraît pas que chez le les bac A, anglophones. le bac A. Oui, le bac a été catastrophique. Waouh. Oh Ici au là. centre, par exemple, ici au centre, on a eu 6% au bac A. Oh, oh. Oh, 6% 6%. de réussite. je vois Oui. depuis on écrit, on fait qu'il dit lycée d'Anguissa, néant. Lycée de tel endroit, néant. J'ai dit, mais attends, c'est la blague ou bien c'est quelque chose. Tout un Néant. Lycée de tel Hey, truc, néant. J'ai dit, mais lycée série A4 espagnol, néant. J'ai dit, mais attends, néant comment? Mhm. Ça n'a pas de sens. Et pas seulement un seul lycée, plusieurs lycées. Mhm. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas Non. marché, mais j'ai vu un commentaire, quelqu'un disait que ah, c'est parce que le Ngom n'en a plus le boulot pour les